Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et bonsoir. 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 C'est la musique, Ça rend- oui. ça rend tout feutré. Est-ce que tu veux que je mette autre chose? Ah non, c'est très bien, c'est parfait, au contraire. Ok, Je suis détendu. parfait. J'ai le plaisir ce soir de recevoir des membres de 2D6 Plus Cool que je vais laisser se présenter si vous êtes d'accord. Le plaisir est partagé. C'est gentil. Je suis Volsung, le taulier, comme on dit, de cette vénérable émission. Mais je ne suis pas venu seul. Oh, c'est notre tour. Eh oui, Bon, bah, je grille la politesse à JC. T'as bien Bonsoir. raison. Je suis Morgane. Et ma foi, l'aventure avec 2D6 Cool a commencé il y a quelques années maintenant. on Sur un... approche la dizaine d'années. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Je vais Sur vérifier. un malentendu qui nous a conduit à faire du Monster of the Week ensemble et qui m'a permis de découvrir l'actual play. Et depuis, même si je me suis fait un peu rare, j'ai jamais complètement arrêté. C'est vrai. Ok. Eh bien, mon histoire, à moi, j'y sais, est sensiblement la même. Hein. Donc, j'ai commencé assez peu après le début de This Plus Cool sur une campagne de Monstera. Il y a eu des hauts et des bas dans ma participation, mais dernièrement, je suis sur pas mal encore de campagnes de l'émission. Ok. Des hauts et des bas. Je voulais dire dans la participation, pas dans la qualité, oui. Ah oui, je préfère. Donc j'ai avec moi les 3 piliers de 2D6 Plus Cool, Oula. c'est ça? Il y a Ce d'autres serait- piliers quand même. Il y a Ah d'autres oui. piliers. Ok. Moi, je suis plutôt une aide jardin. Ok. Chacun sa place, pas de souci. On va là où on se sent bien. C'est une grande famille avec plein de recurring, comme ça qu'on parle des rôles qui reviennent plusieurs fois dans certaines séries sur le long cours. Ok. Et donc justement, la particularité de cette chaîne, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout. Eh bien, Morgane a lâché le mot actual play, même si certains rôlistes francophones aimeraient qu'on réussisse à imposer un terme un peu plus de chez nous, on va dire, mais qui utilise le mot courriel de nos jours. Donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant que le mot actual play existe. Je crois même que une émission encore plus vénérable, qui était Club JDR, qui est d'origine belge, il me semble, avec leurs aventures de Cthulhu débutant en 2011, il me semble qu'ils utilisaient déjà le terme actual play. Ok. Mais j'en mettrai pas ma main à couper. C'était avant l'explosion de cette pratique avec Aventure de joueurs du grenier. Donc ce sont des parties de jeux de rôle enregistrées. Oui, je finis par donner la définition de ce qu'est l'actual play. Filmé ou enregistré en full audio. Et pour le coup, joué à distance en ce qui nous concerne. Ok. En distanciel. Uniquement en distanciel. Oui. Ok. Quand on a débuté, c'était lors de l'âge d'or de Google+. La pratique du jeu de rôle, et du jeu de rôle indépendant d'ailleurs, était assez intense en ce temps-là. C'était difficile de pouvoir jouer à des jeux d'une grande rareté, mais dès l'instant où on avait tout l'hexagone et même au-delà la francophonie sur le pas de notre porte, c'était plus facile de réussir à se réunir et à jouer à des jeux plus rares. Et oui, bien sûr. La magie d'Internet dans le jeu de rôle, ça a changé pas mal de choses. Le confinement a fait beaucoup de bien à la pratique de jeux de rôle en ligne. Exact. On peut au moins lui attribuer cela. Exact. C'est vrai que ça a amené pas mal de gens à s'intéresser à cette passion. Il fallait s'occuper. Sur votre chaîne, j'ai vu passer beaucoup de choses. C'est d'ailleurs grâce à vous que j'ai découvert Monster of the Week. C'est vos parties en tout cas que j'ai écoutées, Oh. Ça fait trop plaisir. que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et vous faites un petit peu de tout, d'après ce que j'ai vu, voire même vous revisitez les classiques. Carrément. C'est-à-dire que lorsque la chaîne est née, les jeux propulsés par l'apocalypse étaient une nouveauté un peu confuse. On ne savait pas vraiment comment ça se jouait, ces jeux-là. Ok. Moi, j'avais été fasciné par ces jeux-là et j'avais appris beaucoup en écoutant des actual plays anglo-saxons. Et du coup, j'ai eu envie un petit peu de singer ces 2 podcasts précis-là, à savoir le Junkcast et le Walking Eye, qui sont de nos jours depuis longtemps à la retraite. Ok. Et j'avais envie de vivre des fictions aussi intenses que celles que j'ai pu entendre et qui changeaient un petit peu de ce à quoi j'étais habitué en club. Et au début, le postulat d'émission, c'était ça. Maintenant, le PBTA est une chose beaucoup moins farouche, on l'entend un peu partout. Et du coup, on s'est amusé un petit peu
presque par curiosité, comme une expérience, de taper dans des gros classiques qui tâchent comme Vampire ou Donjons et Dragons, rien que pour voir si ça affectait les vues. Et aussi parce qu'on s'entourait quand même de personnes qui appréciaient ça. Ok. Et alors, ça affecte les vues? Pas vraiment. Il y a eu plusieurs périodes, des années sabbatiques, qui ont fait pas mal de mal à l'audimat de la chaîne, et de nos jours, il y a une offre absolument écrasante. Oui. Mais on continue quand même, parce qu'on a toujours des gentils petits messages pleins de chaleur, des commentaires qui nous font plaisir, qui font qu'on continue. Je ne cesse de ressasser cette idée que cette année c'est la dernière, mais ça continue toujours. Vous arrivez quand même très très vite dans la chaîne qu'il faut aller écouter si on veut s'intéresser aux jeux de rôle. Enfin, moi, ça m'a été conseillé très rapidement d'aller voir sur votre chaîne, découvrir un petit peu. Enfin, voilà, vu que vous revisitez les classiques, justement, ça permet aussi à quelqu'un qui connaît pas beaucoup le jeu de rôle, qui connaît pas beaucoup les systèmes et les univers, de pouvoir aller prendre des infos, voir un peu comment ça se passe, écouter comment ça se joue. Eh ben, c'est bon à savoir. Et ouais. C'est intéressant parce qu'on a assez peu de retours sur comment la chaîne est perçue et quelle influence elle peut avoir et quel bénéfice elle peut avoir pour les gens qui connaissent pas trop le JDR ou qui veulent jouer autrement au JDR. Donc c'est vrai que c'est super intéressant comme retour. C'est vrai que dans les commentaires, on lit rarement des choses dans ce genre-là, et c'est peut-être dommage d'ailleurs qu'on prenne pas le temps. Moi, je sais que j'ai mangé beaucoup d'actual play justement quand je me suis intéressée, puisque je voulais comprendre comment ça fonctionnait, je voulais essayer de comprendre un peu les systèmes, que c'est forcément plus facile de mettre des oreillettes dans les oreilles pour essayer de découvrir un système que de se poser et lire, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui en tout cas. On a moins le temps. C'est vraiment chez vous que j'ai découvert pas mal de petites choses et pas mal d'inspiration aussi pour quelques petits scénarios que j'ai refait de mon côté. Donc, Super. Mission accomplie. Le contrat est rempli, voilà, exactement. Et moi, j'étais intéressée de savoir, chacun d'entre vous, comment est-ce que vous avez commencé dans l'univers du jeu de rôle? Qu'est-ce que ça a été votre premier contact avec le jeu de rôle? Je vous laisse la parole, compagnon. Moi, ça a été au centre aéré. Oh. Et oui, j'étais pas si petite que ça parce que j'étais déjà en train de faire des heures sup dans ce centre aéré que j'aimais beaucoup, mais je devais avoir 11 ou 12 ans dans mes souvenirs. Un des moniteurs du centre aéré a décidé de nous faire jouer. Mes souvenirs sont un peu vagues, mais à ce qui devait être un espèce de Donjons et Dragons allégé par ses soins, une espèce de version light pour que ce soit accessible à des jeunes, avec des pré-tirés, des petits scénarios courts, et on a fait quelques parties, et je pense que ça a été mon tout premier contact. Alors, ça s'est pas forcément concrétisé par une pratique longue, c'est-à-dire que je peux pas dire que j'ai commencé le jeu de rôle à partir de là, parce qu'en réalité, c'est venu un peu plus tard. J'ai fait du jeu de rôle grandeur nature, ce qu'on appellera synthétiquement du GN, avant de reprendre le jeu de rôle sur table ou dématérialisé de façon un peu régulière. Et donc, du coup, ça nous ramène à ma vingtaine, en sachant qu'à l'heure actuelle, j'ai 36 ans. Donc, mais c'est la première fois que j'en ai fait. Ok. Oui, donc quand même très jeune, tu as eu ton premier contact. Je ne le remercierai jamais assez. J'imagine. De mon côté, c'était vraiment dans les mêmes genres d'âge. C'était sur les bancs du collège, autour de 12-13 ans. C'était moi aussi une espèce d'OSR avant l'heure, de School Renaissance, dans le sens où c'était du Donjons et Dragons allégé. Pareil, vraiment 6 statistiques, un des 20 et le MJ qui décide à peu près tout. En dehors de ça, très vite ça s'est diversifié et j'ai découvert des autres gros piliers du JDR traditionnel. Mais voilà, ça a vraiment commencé comme ça. Ok. Je suis un peu plus vénérable que mes camarades, il me semble. Ça devait être aux alentours de l'âge du Game Boy. Ok. À cette époque-là, je me rappelle qu'avec mes parents, on faisait des longs road trips interminables. Et au hasard d'une station de service, ma mère me met un livre entre les mains. Quelle idée! Avec plein de mots dedans et quelques illustrations. C'est un livre dont on est le héros. Ah. Ok. Alors, la passion a été immédiate et dévorante. J'ai trouvé ça incroyable. Et quelques temps plus tard, j'ai découvert un ouvrage semblable au format A4 dédié à Star Wars dans une librairie. Ok. Oh, je devais même appeler ça plutôt une maison de la presse, comme on disait en ce temps-là. Effectivement. Et après avoir économisé un temps, j'ai pu m'offrir l'ouvrage et j'ai découvert que c'était un vrai bouquin de jeu de rôle. C'était Star Wars première édition que j'ai toujours. Ok. Donc le virus a commencé là. Bon, la pratique a été un peu hasardeuse quand on n'a personne pour s'initier.
Mais au lycée, j'ai pu croiser des gens qui avaient un peu plus de kilomètres au compteur et qui m'ont aussi mis des volumes de Casus Belli entre les mains. Ok. C'est un mot que je vais utiliser tout le temps, le mot vénérable. Donc, lui aussi, un vénérable magazine de jeux de rôle. Donc, c'était là que l'engrenage a pris de la vitesse, on va dire. Tu peux dire vieux si tu veux. Ouais, Vintage. Vintage, j'aime bien. vintage. Ouais. Je trouve ça classe. Et est-ce que entre le moment où tu as acheté ce premier livre de jeu de rôle et ce moment où on t'a fait jouer au lycée, t'as quand même fait des parties vraiment tout seul en essayant de comprendre ce bouquin ou pas? Bien sûr. Ok. Je me rappelle même que j'avais tenté de mener mes parents. Ah oui. Et donc mon père avait joint un contrebandier, ma mère une Mon Calamari, et je ne sais plus ce qu'avait incarné ma sœur, enfin bref. Ok, génial. On avait même hacké le jeu pour faire du Dragon Ball. C'était un grand écart quand même certain. Effectivement. On lançait des brouettes 2D à la fin. Et donc toi, t'as commencé MJ en fait, et pas joueur. On dirait bien. Mhm. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais oui. Mhm. Bah, je t'en prie, à ton service. Donc 3 beaux départs de jeune âge. Et malheureusement, tu me disais que Volsung, tu imaginais la fin de la chaîne chaque année. Et moi, j'avais prévu de vous demander les projets et l'avenir de la chaîne. Sur quoi est-ce que vous partiez? Ouh là là, ça obligerait à passer des contrats avec Volsung. Si j'ai des propositions malhonnêtes à lui faire, hein, moi. Non, mais c'est bien, moi je suis tout oui, mais je pourrais en citer quelques-unes. Hein. On a du One Ring qui devrait avoir lieu tôt ou tard. On a du SIG, la Cité des Lames, c'est comme ça qu'on dit, JC, Sig, oui, tout à fait. en stand-by. Je sais que JC m'a fait des appels de phare pour faire du Changing the Lost. Tu veux faire Changelin, d'accord. Oui, j'avoue que j'aime beaucoup cet univers-là. Je ne suis pas surprise. On lâche beaucoup de noms. Changelin en français, Changeling en anglais. C'est une partie de l'univers des éditions White Wolf qui ont entre autres publié Vampire, La Mascarade, Vampire Requiem, Loup-garou, Garou. Exterminateur. Enfin voilà, ça fait partie du grand ensemble du monde des ténèbres. Ok, merci pour cette précision, effectivement. Et Volsung a une ligne éditoriale qui fait qu'il faut un peu varier le plaisir. Mais oui, c'est vrai qu'au départ, on enchaînait assez frénétiquement les formats aussi pour dynamiser la chaîne. J'allais dire que c'était la première fois qu'on avait des campagnes vraiment au long cours, mais bon, il y a eu comme ça, le pire c'est que si j'utilise le mot accident, c'est péjoratif, mais par exemple quand on s'est lancé dans la campagne de la Spada Rossa, donc de la KPDP dans une sorte d'Italie fantasmée de la Renaissance, Oui. on s'est retrouvé à aussi atteindre la dizaine d'épisodes, il me semble, donc comme quoi tout arrive. Tu peux parler de surprise si tu veux pas parler d'accident. Oui, de bonnes surprises, voilà. Mais ouais, on a aussi régulièrement des jeux un peu perchés, hein, franchement narrativo-vegan, comme on dit, qui pop ponctuellement. Ok. On avait dit pas de jargon, attention. Attention. Ouais, c'est vrai. C'est quand même des jeux bizarres où à l'occasion on te propose d'incarner un cours d'eau. On n'arrive pas tous les jours. Effectivement. Ça doit être compliqué à incarner d'ailleurs. Pas du tout. Ah, j'ai pas osé personnellement. Et en plus, je crois bien que vous faites du montage pour rendre les épisodes plus agréables à l'écoute. Ouais, Donc j'imagine que c'est aussi un sacré boulot avant de pouvoir publier. tout à fait, ouais. Et puis il y a un gros effort de mise en musique. Mhm. C'est d'ailleurs assez rare qu'on s'amuse à mettre de la musique non-stop dans un actual play. Mhm. Il y a une sorte de perfectionnisme déplacé comme ça qui s'invite et qui fait que il y a des scènes où je peux passer des plombes à essayer de trouver la musique qui accompagne le mieux la fiction. Mhm. D'ailleurs, la musique c'est 50% des images et c'est fou comment telle ou telle ambiance peut donner un goût différent à une scène. Mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est extrêmement long de trouver la musique qu'on a envie d'associer à tel passage de Ouais. l'actual play. Je pense que c'est le pire. Oui, et du coup on flirte un peu avec la fiction radiophonique. Mhm. Et comme les blancs sont sucrés, au début de la chaîne, les gens trouvaient l'émission vachement intimidante parce qu'ils imaginaient qu'on avait le mot juste comme ça qui popait d'un coup, mais non, pas du tout, quoi. On se donne vraiment la peine de réfléchir parce qu'on essaie quand même de fournir un show, un show, De qualité. un divertissement, quoi. Oui. Il y a un certain Grand Howitt qui a dit un jour que l'actuel play est au JDR ce que le porno est au sexe. Et il avait pas totalement tort. C'est-à-dire
Eh bien, qu'on soigne quand même la forme, quoi. On n'hésite pas à faire des retakes quand on se prend les pieds dans le tapis. Quand on déclame une réplique avec du trémolo, si on cherche nos mots, des fois, ça nous frustre dans la qualité de l'épisode. Du coup, on respire un coup, puis on balance notre phrase d'une seule traite, quoi. Bien sûr. L'idée étant, oui, que ça donne pas toujours une idée, une image représentative de ce qu'est le véritable jeu de rôle sans cet artifice, quoi. Bien sûr, en jeu de rôle lambda, on se met pas une telle pression, quoi. On joue, on passe au style indirect si on veut. Mais vous le précisez en plus au début de vos épisodes que les épisodes sont montés. Ouais. Donc c'est sûr qu'il est quand même rare de tenir une partie complète sans bafouiller, sans chercher ses mots, sans se tromper de mots, sans s'éclaircir la gorge. Carrément. Je pense que ça tombe sous le sens, clairement. Et puis on n'hésite pas à laisser les cafouillages, les bêtises, certaines hésitations quand elles sont amusantes pour célébrer ce côté activité sociale et pour rappeler que ça n'est que du jeu de rôle. Et oui. Du coup, c'est très amusant quand on a une scène où on est tous particulièrement habités, qu'on en fait des caisses, en surjouant nos personnages avec le drame, c'est affreux, et puis soudain, on se rappelle plus du tout d'un point de scénario, et on est en train de se... Voilà, et soudain, là, on repart en hors-jeu, on déblatère, on accorde nos violons, puis on repart de plus belle avec le trémolo, où on reprend exactement la seconde où ça a arrêté. Et on le laisse parce que c'est rigolo. Oui, c'est aussi, je pense, ce qu'on vit, quoi. Pendant les parties, clairement. Ok, donc quand même pas mal de projets à venir, diversifiés. On va voir s'il se concrétise. Oui, pas mal d'heures de montage alors pour rendre ça agréable aux oreilles. Je me fais épauler, c'est important que je le dise depuis quelques années là. J'ai Ulfric et Lamson qui sont fidèles au poste. D'ailleurs, ils sont respectivement tauliers. Le premier d'une émission d'Actual Play qui se nomme Un coup de dé jamais n'abolira le roleplay, tant qu'à faire. Et le second, c'est lui qui a récupéré les clés de la bagnole. Désormais, il s'occupe de Radio Rolliste. Ok. Et c'est assez amusant parce que je l'ai initié au montage et il pousse le perfectionnisme et la technique beaucoup plus loin que moi maintenant. C'est fascinant. L'élève dépasse le maître. Oh, largement. C'est beau. Et pour toutes les nouvelles oreilles futures rôlistes peut-être qui nous écoutent, comment est-ce qu'on fait pour devenir rôliste ? Comment est-ce qu'on arrive à mettre un pied dans cet univers ? Je dirais que c'est avant tout une histoire de rencontre, pour citer une célèbre remarque de Astérix et Obélix, mais je pense que c'est vraiment ça. Comme c'est une activité sociale et sociable, parce que c'est avant tout une conversation, qu'on soit en distanciel derrière un écran ou qu'on soit autour d'une table, je pense qu'on devient rôliste, j'imagine par deux biais principaux, même s'il doit y avoir plein de parcours. Le premier, ça doit être, on doit rencontrer des gens qui eux-mêmes sont rôlistes et qui un jour disent « Hey, viens jouer avec nous, viens jeter un œil », ou alors un jour on se perd dans une convention, il y a des gens qui font du jeu de rôle et on jette un œil, on jette une oreille et on s'y met. Ou alors effectivement... par les supports, un jour on tombe sur un livre dans une librairie, sur un PDF sur internet, on commence à lire et on s'y met comme ça. J'essaie de réfléchir parce que c'est un sujet qui est très, très compliqué à démêler pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est difficile. Je sais depuis très longtemps que je pourrais jamais ne pas jouer d'une manière ou d'une autre, donc ça fait vraiment tellement partie de moi que j'ai un peu de mal à l'analyser, mais c'est vrai que c'est vraiment ça en fait. Je pense que c'est une rencontre entre une curiosité et une bienveillance chez la personne qui sait un petit peu ce que c'est et la personne qui découvre. Et je pense qu'il faut avoir ce petit d'éléments de curiosité initiale à mon avis. Je repensais à moi comment j'ai commencé et donc un ami m'a parlé du jeu de rôle. Tout de suite je lui ai demandé, attends, c'est de la fiction, mais comment est-ce qu'on décide de ce qui se passe dans cette réalité imaginaire? Et il m'a parlé des dés, il m'a parlé des probabilités, il m'a parlé de ce qu'était le jeu de rôle à l'époque, et généralement c'est là qu'il y a une petite étincelle de curiosité qui s'allume, et parfois elle s'allume pas, et c'est pas grave. Cela dit, si je peux rajouter un point, Bien fait, sûr. en plus on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense que maintenant, les émissions YouTube qui parlent du jeu de rôle, que ce soit les unboxings de jeux, Oui, très juste. les critiques de jeux ou les actual play, parce qu'il commence à y en avoir beaucoup, ça peut être un moyen aussi. Un jour on tombe sur une playlist, on écoute un épisode, 2, 3, 4, 10, et un jour on s'y met peut-être. Personnellement, à l'échelle de ma vie, sur les dernières saisons, on va dire, de mon existence, le jeu de rôle m'a beaucoup aidé à m'entourer socialement, parce que c'était une période où je venais d'être papa et
Et je suis passé en freelance et de déménagement en déménagement. Et ce sont les clubs de jeux de rôle qui m'ont aidé à me faire des amis, tout simplement, quoi. Ok. Et à l'heure actuelle, dans le club que je fréquente, il y a régulièrement des nouveaux venus qui débarquent, ne demandant qu'à être initiés. Et le rôliste est très généreux. Le rôliste ne cherche qu'à convertir. Mais oui, tout à fait. Et c'est très rassurant d'entendre ça parce que du côté virtuel, moi j'ai beaucoup d'échos sur des gens qui ont du mal à se lancer. Donc tu vois, ça me fait plaisir quand j'entends que tu as régulièrement des jeunes qui viennent dans ce club. Ouais. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on a toujours cette image de petit comité très fermé et qu'il faut connaître les choses pour l'intégrer, qu'on ne peut pas rentrer sans trop savoir ce qui nous attend. Et c'est bien, si l'inverse se vit dans le réel, tant mieux, c'est déjà ça. Et c'est vrai que c'est difficile en fait, effectivement j'imagine, hein, parce que nous on avait ce privilège de Google+, dont Volsung parlait tout à l'heure, Ouais. de ce réseau social très fermé, mais en même temps ouvert à plein à n'importe qui, donc où vraiment tout le monde pouvait discuter avec n'importe quel auteur de jeu de rôle, avec n'importe quel auteur indépendant qui venait lancer son petit jeu dans un coin. Et pour ceux les personnes nombreuses, je pense, qui ne connaissent pas Google+, c'est un outil qui permettait aussi d'organiser des parties très facilement avec un outil de conférence en ligne en fait. Donc c'était un support aussi pour les nos parties en ligne. Je sais que moi, je me suis lancé très timidement en voyant qu'une partie se lançait sur Google+, en demandant à un auteur en plus qui était vraiment qui reste extrêmement prolifique et assez intimidant parce qu'il était c'était un auteur que j'aimais beaucoup qui s'appelle Éric Gnaudan. Il me dit voilà, t'as un micro, vas-y viens quoi, tu te lances. Et c'est vrai que maintenant, alors je sais qu'il existe des options, je sais qu'il existe des forums de rencontres entre rôlistes en ligne, mais c'est vrai que je ne sais plus s'il y a un lieu comme ça où il y a une bienveillance et une invitation, où on comprend qu'en fait, qui permet de comprendre que c'est simple et qui permet de se lancer, quoi. Je ne sais pas si ça existe aussi facilement et de manière aussi fluide qu'à l'époque. Je me rappelle de Opal Rollist, de JDR Virtuel, Tout à fait. de l'Auberge Virtuelle qui a survécu à Google+, à la chute de Google+. C'est vrai. Puis maintenant, il y a des forums Discord ouverts dans lesquels voilà, Ah, super. on peut assez facilement s'inscrire pour commencer. Parce que moi, je suis un petit peu comme ça, je vais quand même aborder un petit point sur le fait que il y en a qui disent c'est difficile, c'est facile. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que c'est vrai que l'offre de jeux de rôle est très importante. Il y a maintenant, à une certaine époque, il y avait quelques monstres très connus qui gouvernaient un peu toute la pratique. C'était un peu des passages obligés ou c'était un petit peu les seules choses qui étaient traduites en français parce que c'était à peu près la seule chose qui avait du succès commercialement. C'était pas toujours facile de trouver des petites choses un peu originales, un peu en dehors des clous, en dehors de ces gros mastodontes-là que sont Donjons et Dragons ou Cthulhu, voilà. Et puis c'était aussi une façon de faire du jeu de rôle, même s'il y a eu des nouvelles versions depuis, qui est assez proche de ce qu'on trouvait dans les années 80. Le jeu de rôle a beaucoup évolué. On peut toujours aimer ces formats un peu à l'ancienne, même s'ils ont été revisités. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on conseillera à des gens qui connaissent pas du tout, ils vont forcément trouver ça. Ils vont trouver Donjons et Dragons, ils vont trouver Le Monde des Ténèbres, ils vont trouver... Enfin voilà. Mais c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, il y a un jargon léger quand on parle de thème, quand on parle de dés, quand on parle, je sais pas, de roleplay, quand on parle... C'est des notions qui nous paraissent évidentes, mais qui pour des gens qui l'ont jamais entendu peuvent être un peu intimidantes. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, c'est comme une asso de sport. Vous avez une idée de ce que vous avez envie, peut-être vous avez envie de faire du sport, donc il faut trouver le sport qui vous plaît et il faut trouver l'association ou l'équipe ou les amis avec qui vous êtes bien. Et le jeu de rôle c'est pareil, vous avez envie de faire du jeu de rôle, il y a plein de jeux de rôle différents, il y a plein de formats, des petits, des gros, des formats courts, des formats plus longs, des avec un système qui est très présent, des avec un système qui est très léger, donc essayez des trucs, et si ça se passe pas bien la première fois, mais que vous avez envie de réessayer, il faut pas hésiter. C'était peut-être pas le bon groupe, ou c'était peut-être pas le bon jeu. C'est franchement comme la cuisine ou le cinéma, quoi. Il y a vraiment énormément de façons différentes de s'amuser. Exact. Ou peut-être même réessayer à un autre moment. Je pense que on peut aussi se sentir bien, mais pas seulement dans le groupe, pour réussir à faire du jeu de rôle et à en tirer vraiment un bénéfice, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai lu un témoignage sur Twitter, il me semble, X si on veut, sur un rôliste qui
qui a passé des années dans un groupe très toxique, hein, avec des relations où il n'était clairement pas heureux dans sa pratique, mais il était tellement passionné qu'il s'est forcé à endurer parce à l'époque, il ne pouvait absolument pas envisager une autre pratique avec quelqu'un d'autre, en fait. Avec un autre groupe, il avait déjà galéré pour en trouver un. Et sa passion était tellement dévorante qu'il s'est fait finalement beaucoup de mal avec un groupe qui finalement était homophobe et ne respectait absolument pas qui il était. Et c'est vrai que c'est très complexe. C'est un loisir qui est très social. On se sent parfois de manière illusoire, hein, mais piégé dans son groupe. Et donc oui, c'est vrai que c'est parfois bien de prendre un pas de recul et de retenter plus tard ou avec d'autres personnes. Oui. Et il y a des gens qui ne sont pas conscients que d'autres solutions et d'autres façons de jouer existent. Oui. Qu'il y a en tout cas une multitude d'endroits où il est possible de jouer et qu'il ne faut pas s'arrêter à un groupe, surtout si ça se passe mal comme ça, bien sûr. Exactement. Carrément, oui. Parce qu'effectivement, on touche à du social, donc ça peut être vite dévastateur ce qui se passe, je pense, dans les communautés. Mais il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça que je comparais ça au sport, toute proportion gardée, parce que joue en équipe. Il existe quelques jeux de rôle pour tester tout seul, mais c'est quand même très souvent une pratique à plusieurs. Et effectivement, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à demander à faire pour une première partie. Souvent, quand on commence, les gens disent « Ah, je vous regarde juste, je regarde ». Alors, ça peut être une façon de faire, mais souvent, j'ai envie de dire, pour la première fois, même s'il ne faut pas se forcer outre mesure, c'est bien d'essayer. Parce qu'en fait, il se passe des choses quand on joue qui sont pas forcément accessibles quand on regarde. On a accès, un peu comme de l'actual play, on a accès à la fiction à distance, on voit ce que les gens font, mais partager des émotions, la communication non verbale, elle est un peu différente quand on est avec des gens à participer. Donc il faut pas hésiter à demander de tester un petit format ou avec peut-être si on veut pas s'engager trop parce que c'est intimidant avec un personnage qu'on nous fournit. Mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous ne voulez pas voir abordées ? Donc du coup, il faut que les gens soient au courant. Il faut voir si ils respectent vos limites, s'ils sont ouverts ou pas. On trouve de tout et globalement, les gens sont bienveillants. Mais il ne faut pas hésiter à dire, non, là, ça ne me va pas, là, ça me met mal à l'aise. Là... Et oui, avec tout ce qu'on apporte de ce qu'on est et nos propres limites à chaque fois, bien sûr. Ça. Comprendre que ça demande un peu de courage parce que, mine de rien... Après, ça peut dépendre du jeu de rôle, mais comme on l'a dit, répété, c'est une activité sociale. On se livre davantage, je pense, quand on pratique le jeu de rôle, que plutôt que prendre la manette et échanger des nions ou des headshots, j'imagine. Là, on livre un petit peu d'intime, donc c'est sûr qu'il faut le faire en terrain confortable et safe. On livre un peu d'intime et on se lance sous la lumière, même s'il n'y a pas de caméra, même s'il n'y a pas tout ça. On incarne, on joue, on essaye de faire vibrer nos personnages. Et oui, c'est sûr que c'est un effort absolument certain, surtout pour des personnes qui pourraient être timides ou un petit peu mal à l'aise avec ça, avec ce temps de parole qui leur est accordé. Et oui, quand tu parles de courage, je suis d'accord. Je ne compte plus les rôlistes de mon entourage qui m'ont dit que le jeu de rôle les a aidés socialement à s'épanouir. Mais bien sûr. Tous les jours. Mais bien sûr. Et sur tout un tas de plans, je pense. Même par rapport à la façon de parler, au vocabulaire, à la façon de poser sa voix, à entraîner son cerveau aussi, parce que c'est une sorte de gymnastique, je trouve, un petit peu comme... J'ai souvent comparé ça au théâtre d'impro. Je trouve qu'il y a forcément une ressemblance. Et c'est vraiment, intellectuellement, en tout cas, quelque chose qui fait évoluer, je trouve. Un bien beau loisir. Eh bien, on arrive doucement vers la fin de l'interview avec quelques questions un peu plus légères, même si je pense pas que celle-là était très très lourde. Mais est-ce que il y a quelque chose que vous voudriez aborder, un sujet que vous voudriez aborder, ou une spécificité de votre chaîne dont vous voulez parler, ou un terrain où je suis pas allée en fait et que vous auriez aimé discuter ? J'ai commencé par un sujet intéressé, revenir à notre business. Avec plaisir. Ce que je trouve qui est assez constant dans nos productions, c'est la bienveillance et l'attention qu'on porte à tout le reste de la table. Ok. D'aucuns diraient qu'il ne faut jamais oublier non plus de ne pas bouder son propre plaisir, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu fais très attention à toute ta table et que tu veilles à ce que tout le monde t'amuse, puisque tout le monde le fait, ils vont aussi veiller à ce que tu passes un bon moment, quoi. Et dans nos fictions, on veille à ce que tout le poids de la narration et du divertissement ne pèse pas sur les frêles épaules du meneur,
et on veille à ce que quiconque à la table, il ait le spotlight, le temps de parole, le moyen d'être la star du moment, quoi. Sur un vrai partage, en tout cas, de ce loisir. Voilà. Ok. C'est une belle définition. En fait, je m'interroge depuis longtemps sur pourquoi est-ce que j'apprécie autant cette pratique, et notamment sur la chaîne de Volsung, de D6 Plus Cool. Je pense que ce partage et cette même vision, un petit peu, de ce qu'est une fiction touchante, en fait, et engageante. Égoïstement, je pense que j'y joue aussi parce que ça me permet de vraiment me mettre dans une posture de jeu assez différente de ce que je peux faire ailleurs. Où moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à fixer son attention sur la fiction, qui a besoin de gribouiller, de jouer à côté pour vraiment maintenir mon cerveau en attention. Ok. Et j'ai l'impression que l'actual play me permet vraiment de m'engager un peu plus parce que j'ai une responsabilité envers les autres qui est plus importante que d'habitude. Je m'engage à être vraiment dans l'instant. Ça me permet de profiter de la fiction et du jeu des autres de manière vraiment très, très agréable. Et donc c'est un challenge qui m'apporte beaucoup de plaisir en tant que joueur, mais aussi en tant qu'auditeur ensuite. C'est quelque chose de rare et que je n'ai littéralement jamais ailleurs. Donc voilà, je suis assez reconnaissant à ce podcast qui existait depuis presque 10 ans. Je saisis la balle au bon parce que tu as tapé dans quelque chose que j'ai oublié d'évoquer, c'est que l'actual play, c'est notre alibi. Exactement. En fait, pour jouer comme on aime intensément. Ok. Moi, j'ai une confession à faire. Oh. Je n'écoute pas d'actual play. Oh là là. Je n'écoute pas d'actual play. En fait, j'ai beaucoup de mal à me placer dans une posture d'auditrice. Ok. Et à profiter. Alors j'en ai écouté quelques-uns, mais jamais complètement en entier. Par contre, j'aime énormément l'exercice de jeu qu'est un actual play. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il faut faire attention à l'intonation, il faut trouver la bonne réplique, il faut se reprendre. Il y a un côté un peu moins égoïste quelque part, parce que bon, bien sûr, on kiffe de ouf, hein, mais l'idée c'est aussi que l'auditeur, contrairement à moi, passe un moment formidable. Et oui. Et du coup, moi je rapproche vraiment ça des fictions radiophoniques. Et pour le coup, j'aime beaucoup écouter des fictions radiophoniques. Et c'est un peu mon alpha et mon oméga, c'est ce que je vise. C'est entre le jeu de rôle, mais il y a une petite partie de conte. Et c'est un exercice que j'aime beaucoup. Et du coup, on espère que les gens qui écoutent des 6 plus cool partagent ce plaisir qu'on a là et profitent de fictions qu'ils jugent de qualité. J'ai une petite épiphanie parce que en fait, je suis exactement dans le même cas. Dans le sens où j'ai beaucoup de mal à rester accroché à la fiction des actual play. J'en écoute un petit peu. Mais il faut vraiment qu'il appuie sur plein de boutons dans mes goûts personnels pour que mon cerveau accepte de rester accroché à la fiction et de vraiment faire attention à ce qui se joue. Donc, alors que la fiction radiophonique, j'adore ça. Et je me rends compte que c'est vraiment ce que je vise aussi, tout en ayant ce bonus incroyable qui est l'attachement et l'empathie pour les personnages qui sont très très profonds et qui ne seraient pas les mêmes si je faisais une simple fiction Bien sûr. solitaire. Donc c'est vrai que c'est exactement ce que je vise aussi dans l'esthétique. C'est sûr que le jeu de rôle a ce petit élément de surprise que la fiction n'a pas, dans le sens où quand on est auteur, alors on peut se laisser surprendre quand on écrit, mais globalement on sait un peu où on va et on a le contrôle sur tout. Là on est obligé de composer avec les autres. Et c'est un très très bon exercice, je pense, de confiance, de lâcher prise, mais aussi d'être capable de dire non, attends, c'est mon tour et on va le faire comme moi je veux. Tout ça est une savante vinaigrette. Voilà. C'est vrai. Exactement. Dis-moi, Giseno, tu as dit tantôt que tu avais du mal à accrocher à n'importe quel actual play, mais n'y en a-t-il pas un en particulier qui a retenu ton attention ? Eh bien, outre de D6 Plus Cool, Bien sûr. Et un des rares, alors je le dis vraiment sans aucune forme de publicité, c'est vraiment vrai parce que je pense qu'il y a la musique, parce qu'il y a un sens du montage qui fait que tout est fait pour vraiment attirer l'attention et accrocher un peu l'auditeur. Mais en dehors de ça, il y a le podcast américain Path of Night qui est une fiction, qui est une très très longue campagne de Vampire à la Mascarade, où là il y a un peu un sens qui est un peu le mien, de l'attachement au personnage, de l'attachement à la profondeur des sentiments et des liens très forts émotionnels entre les personnages. Donc là, je trouve vraiment ce que j'aime le plus dans le jeu de rôle. Donc j'arrive à m'accrocher et m'attacher et être attiré sur la longueur. Il se trouve que en plus, j'étais jeune papa quand j'ai commencé l'écoute et que ça m'a
soutenu pendant plusieurs nuits insomniaques. Oui. Donc, ça aide pour s'accrocher à un podcast, quand même, je reconnais. Mais en dehors de ça, non, c'est vrai que c'est un des seuls où vraiment je suis très client et où j'arrive à suivre sur le long cours, j'avoue. D'accord. Ils ont l'air de passer un très très bon moment eux aussi. Je dois avouer que j'ai beaucoup de respect et de reconnaissance pour le travail de montage énorme que fournit Volsung, Lamson et Ulfric, parce que c'est vraiment un amour du travail bien fait qui me semble que moi, honnêtement, je n'ai ni le temps ni l'énergie de fournir. Le faire tout ça sans rémunération, juste pour avoir envie d'offrir quelque chose de joli aux oreilles des gens, c'est très très impressionnant pour moi, donc encore merci à vous. L'abnégation, messieurs. Exactement. Et je dirais qu'il y a quand même un cap qui a été passé il y a pas mal de temps au niveau de l'émission. Parce qu'il fut un temps où j'avais un petit peu cette maladie de l'algorithme, cette angoisse de devoir publier sans cesse, régulièrement, et dès l'instant où un épisode était publié, la satisfaction semblait si brève, il fallait très très vite se dépêcher de préparer autre chose. Et j'ai capitulé, parce que si tout ceci était une course de DDC Plus Cool en un sens perdu depuis longtemps, et je me suis contenté de faire des épisodes dont j'étais fier et de les publier quand ça me pétait, tout simplement, quoi. Ok. Ça a été assez libérateur de faire ça. J'imagine. Et aujourd'hui, finalement, pas de regret d'avoir choisi ce fonctionnement? Pas le moindre, hein, c'était vraiment quelque chose qui me dévorait, hein. Je passais énormément de temps dessus. Et je sens, parce que c'est une discipline à laquelle de plus en plus de monde se livre, je me retrouve dans certaines personnes qui commencent ce marathon de longue haleine. Et je les vois des fois publier 3 fois par semaine. Je ne sais pas comment ils font, ces gens-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils bossent. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils dorment. L'énergie de la jeunesse. C'est ça. Donc voilà, je suis très très fier de ce qu'on publie. Et voilà, je le sors quand je le sors. Et avec grand mérite, il y a de quoi être fier, clairement. Merci. Je vous invite d'ailleurs, auditeurs qui nous écoutez, à suivre les liens sous la vidéo qui vous emmèneront tout droit sur la chaîne 2D6 Plus Cool, où vous pourrez vous régaler de plein d'actual play de qualité. Oui, venez jouer. Enfin, venez jouer. Venez faire mumuse avec nous. On en était au remerciement, mais Morgane Giceno, je remercie. Je remercie le ciel. C'est bizarre dit comme ça. Par un athéiste forcené. Je remercie le destin qui m'a permis de croiser votre route. Parce que, en même temps, les relations d'amitié, c'est un gigantesque jeu de hasard. On se croise presque par accident. Et puis après, tu as des relations comme ça qui traversent les années, les décennies, que dis-je. Et donc, j'ai vraiment été ravi de vous rencontrer respectivement, presque par accident. Vous inviter à venir partager mon alibi. Et en plus, Volsung a beaucoup de mérite parce que comme il s'occupe quand même en partie du montage, il nous a tout le temps. Il nous a en partie, il nous a sur Discord, il nous a quand il monte, on est tout le temps avec lui. Il passe plus de temps avec nous que nos êtres chers. C'est une espèce de colocation permanente. C'est marrant que t'en parles et je pense que c'est quelque chose que je peux évoquer, même si c'est très personnel. Ça n'est que l'année dernière, je crois, que je me suis rendu compte à quel point je cultivais une relation parasociale avec mes clients réguliers. Parce que je passais 2 à 3 fois plus de temps avec eux qu'ils n'en passaient eux-mêmes. Dès l'instant où tu es sur le montage, tu les redécouvres, tu te marres à nouveau avec eux. Et quand on rejoue le soir même, pour peu que j'ai fait du montage, je peux avoir une façon presque frileuse de les saluer parce que je viens de les quitter. Et oui, exact. C'est vraiment ça. Et ça n'est que très tard que je me suis rendu compte, ah ouais, ils passent pas autant de temps avec moi que moi je n'en passe avec eux. C'est assez amusant. J'avoue. Et peut-être un peu triste. Oh, je sais pas. Si tu as plaisir à les avoir dans les oreilles, non. Ah oui, Voilà. je me bidonne. Alors c'est très beau. Vous êtes très beaux tous les trois. Hein. Il y a quelque chose qui se dégage de toute façon de très très fort. C'est vraiment adorable. C'est le jazz. C'est peut-être le jazz, je sais pas. Tu sais, en vrai, je sais pas si vous avez joué à ce tout petit jeu qui s'appelle The Red String Club. Non. Hey, jeu vidéo. Oui, C'est un jeu Exactement. vidéo que Bon voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un œil. C'est une histoire de barman. Et puis on fait des cocktails pour découvrir les gens.
il a une fin un peu plus mélancolique que ça, mais ça colle bien à la musique. Et en fait, finalement, tu es un peu notre barman, Volos. Un jour, tu t'as pas entendu parler de lui pendant 3 mois et il t'envoie un message, il fait ça te dit une petite partie de Sorcelume là, hop hop hop. C'est vraiment ça. C'est tellement ça. De créer un nouveau cocktail. Mais c'est ça, exactement. Voilà. Et je m'excuse auprès de toi, Benoît Ramos, grand conteur, légendaire, parce que il y a ce projet que tu puisses mener sur nos ondes, un petit burst d'Itrasby, et l'offre date de 2021. C'est affreux. Oh là 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 là. On est une vingtaine de personnes comme ça à graviter dans l'univers de D6 Plus School. Ok. Et comme le rythme de publication a baissé et que à l'heure actuelle les slots sont trustés par des campagnes avec toujours les mêmes personnes, et bien des projets qui prennent un peu la poussière, mine de rien. Donc ce serait bien que j'aille tirer certaines manches là pour qu'on ramène un petit peu de sang neuf C'est le moment de faire le et que je m'excuse auprès de... Ouais. Que je m'excuse auprès de certains que j'ai fait mariner. Comme les poivrons, ils n'en seront que meilleurs. C'est exact. C'est ça, en fait, c'est le barman. Ça fait des années qu'ils ont passé leur commande. Je suis toujours pas allé les servir. J'aime bien qu'on ait utilisé ce vocabulaire du bar. Mais c'est oui. c'est la musique un peu lounge qui me fait Carrément. ça aussi. On sent aussi que vous êtes habitué à vous imprégner de monde, quoi. Mais là, pour le coup, ça ne vient pas du jeu de rôle. C'est-à-dire que j'avais ça avant. Ok. Et en fait, c'est juste que le jeu de rôle me permet d'explorer ça. Ou de Ok. jouer avec ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. En fait, je me racontais des histoires quand j'étais toute petite déjà. Hmm. Voilà. Et, c'est assez hilarant que tu parles de ça parce que du coup, ça me rappelle quelque chose qui est vraiment cocasse. Je devais avoir 10 ans quand on a offert un magnétophone Fisher-Price qu'on a toujours parce que c'est devenu une relique à ma sœur et au final je l'ai récupéré parce qu'on a découvert qu'on pouvait enregistrer dessus. Et on se racontait des histoires. Moi aussi, j'avais un lecteur de cassettes et du coup, j'enregistrais des cassettes. Mais oui. Donc les épisodes prototypes de 2-6 Plus School ont commencé il y a de cela fort longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Sur un Fisher-Price. Oui. De classe. C'est beau. Et donc, l'avant-dernière question. Ah. Déjà. Si vous êtes d'accord avec ça, pour répondre en tout cas. Votre surnom quand vous étiez petit. Oh, je vais donner celui que me donnait ma tante parce qu'il est mignon. Puis aussi parce que s'il y a des surnoms que j'ai toujours. Mais elle m'appelait Pimprenelle. Pimprenelle, c'est mignon. Ma grand-mère maternelle m'appelait mon poupinet en or fin. Oh, Oh waouh, c'est adorable. un Waouh. poupinet plaqué or, mais c'est un objet légendaire. Joli. Et en général, elle montait dans les aigus quand elle me surnommait ainsi. C'est trop mignon. Moi, une de mes grandes sœurs m'appelait Doon. Doon. Doon? Et je n'ai jamais su pourquoi. Faudrait que je lui demande un jour. Il est jamais trop tard? Il y a peut-être des mystères qui peuvent rester des mystères aussi. Peut-être. Ça me plaît bien comme ça. Si c'est mieux en étant mystérieux, effectivement. Et l'habitude sur ce petit format de discussion, c'est de vous laisser le mot de la fin. Donc un mot de la langue française qui vous passe par la tête là tout de suite. Pas forcément le plus beau, celui que vous préférez, mais le premier qui vous vient à la tête. Perroquet. Ok. Je pense que c'est sans doute ce que tes invités répondent systématiquement, c'est la passion. Je suis en train de regarder un mur où j'ai plein de décorations avec des cœurs. Donc voilà, je pensais à l'amour. Et je me disais que c'est... Tu parles beaucoup d'alibi depuis le début, Volsung. C'est vrai que c'est... Je pense que un des alibis aussi que ça nous offre, ce podcast, c'est de présenter au monde des personnages qu'on aime sincèrement. Et moi, je sais que c'est un amour qui est vraiment très honnête, même si je sais que ce sont des êtres fictifs, hein, je vous rassure. Mais... Tu as même aimé ce fumier de Thomas Claridge de The Between? Alors je te rassure, hein, je n'aime pas tous les personnages qui passent dans tes actuels plays. Je ne vais pas étendre mon amour jusque-là, quoi. Faut pas pousser mémé. Même l'amour à sa limite. Par exemple, Malicorne, c'est dead, tu vois. Ah, genre, il dit ça parce que c'est le mien. Bâtard. Écoute, quelque part, j'aime bien jouer des personnages qu'on peut ne pas aimer. Parce que moi, j'ai ce trope de je voudrais plaire à tout le monde. Comme beaucoup de gens, j'imagine, on a tous cette angoisse ou cette faille narcissique, enfin, dans une certaine mesure. Et c'est mon objectif de cette année, mais en grandeur nature aussi, d'arriver à interpréter des personnages qui sont
un peu gris. Donc arriver à me détacher de mon image de moi pour explorer des trucs qui sont fun dans l'absolu, mais qui semblent me mettre en Mais danger, tu vois. c'est raté. Mais C'est raté parce qu'en vrai, je l'aime profondément. Donc c'est Merde. déjà un peu raté déjà. Désolé. je suis pas assez méchant. Le prochain épisode, on se rattrape. Ça marche. Eh bien, un grand merci à vous trois d'avoir accepté cette discussion. C'était fort agréable. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir hébergés dans ton bar. Avec Exact. plaisir. Merci Et je beaucoup. vais me resservir un verre. Mais fais comme chez toi. Tu es la bienvenue. Et moi, je ferai tourner l'adresse. Tout à fait. J'ai passé un très bon moment et je suis bien ravi de ne pas avoir poussé la porte de cet établissement tout seul. Bravo. J'ai passé un excellent moment aussi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité parce que je me sens très honorée comme aide jardin. Merci beaucoup, beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.